Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans la vidéo, je vais expliquer le cours de lymphome de Hodgkin et le lymphome de Hodgkin. Et on va commencer. Voilà, le lymphome de Hodgkin, c'est une atteinte qui touche la ganglion lymphatique. D'accord. Donc, concernant la physiopathologie, on a tout d'abord les facteurs de risque. On a les facteurs de risque infectieuses, le virus Epstein-Barr virus, on a le HHV et on a le VIH. On a aussi les facteurs environnementaux, le benzène, des facteurs toxiques et aussi des radiations. Et on a aussi la prédisposition génétique. Ces facteurs de risque vont entraîner ou bien ils vont provoquer des mutations génétiques au niveau des cellules LB ou bien les lymphocytes LB qui sont localisés au niveau de la ganglion lymphatique. Ces lymphocytes B vont proliférer. Et au fur et à mesure de cette prolifération, ces cellules vont subir à autre mutation, ce qui va entraîner la transformation de lymphocyte B vers la cellule de Sternberg. La cellule de Sternberg, c'est une cellule spécifique ou bien pathognomonique de lymphome Hodgkin. Donc, le lymphome Hodgkin. D'accord. Cette cellule a l'aspect suivant. Donc, contient des noyaux bilobés. Chaque noyau contient deux nucléoles avec aspect en miroir et porte le CD30. Ces cellules de Sternberg deviennent immortelles, c'est-à-dire ils sont insensibles aux signaux de prolifération. D'accord. Provenons ainsi des organisations différentes au niveau de la ganglion lymphatique. Que ce soit la forme scléronodulaire, on a le lymphome de Hodgkin à cellularité mixte, on a le lymphome de Hodgkin riche en lymphocytes et on a aussi le lymphome de Hodgkin à déplétion lymphocytaire. Puis les cellules de Sternberg vont partir vers différents organes par trois voies de dissémination. On a la voie hématogène, on a la voie lymphatique, ce qu'on appelle proche en proche, ou bien on a la voie par contiguïté. Donc le lymphome de Hodgkin touche beaucoup plus l'âge de 27 ans avec prédominance masculine. Donc le lymphome de Hodgkin se traduit sur le plan clinique avec les signes suivantes. Donc on a les adénopathies avec les caractéristiques suivantes. Des adénopathies fermes, donc volumineuses, sans signes inflammatoires, que ce soit localisées ou bien disséminées, et non compressives. On a aussi la présence non des signes généraux qui se manifestent par une fièvre qui sera une fièvre vespérale, entrecoupée de quelques jours d'apérixie et non expliquée. On a les sueurs nocturnes qui sont profuses, mouillant le linge et changer les vêtements. Et on a aussi la perte du poids qui est plus de 10% donc on a la perte du poids plus de 10% du poids dans les 6 derniers mois. On a la signe d'évolutivité qui se manifeste par une prurée qui peut précéder les autres signes de plusieurs semaines. Donc, devant ce tableau clinique-là, on va suspecter en premier lieu du lymphome de Hodgkin, donc lymphome en général. Et pour orienter beaucoup plus le diagnostic, on va le compléter par les explorations paracliniques, qui sont hémogramme, on va trouver une anémie, hyperplaquitose ou bien ce qu'on appelle la thrombocytose, hyperleucocytose, eosinophilie et aussi la lymphopénie. On va aussi chercher un syndrome inflammatoire qui se manifeste sur le plan biologique par une VS qui est augmentée, donc hyperleucocytose, hyperplaquitose, CRP élevé, hyperfibrinogénémie, hyperalpha-2-globulinémie et la diminution de fer sérique. Ces signes, c'est les signes biologiques de syndrome inflammatoire.
On peut aussi demander un bilan hépatique, l'albuminémie. Pourquoi? Parce que, comme on a dit déjà précédemment, que les cellules de Sternberg vont partir par trois voies, parmi lesquelles on a la voie hématogène. Vers quoi? Vers beaucoup plus le foie. Donc, lorsque les cellules colonisent le foie, donc on a, par conséquent, le foie ne peut pas fabriquer l'albumine. Donc, on va trouver une hypoalbuminémie. C'est le facteur de pronostic défavorable. D'accord. Et pour l'LDH, c'est l'enzyme qu'on peut le trouver dans tous les tissus. On va trouver une augmentation de l'LDH. Aussi, on peut trouver l'augmentation de phosphatase alcaline et on peut faire la sérologie de VH, comme chercher d'un facteur de risque. On peut faire aussi la ponction ganglionnaire et on a le diagnostic de certitude, c'est-à-dire le diagnostic, l'exploration qui confirme le diagnostic, c'est la biopsie ganglionnaire. D'accord? On a aussi comme exploration paraclinique, on a l'imagerie, parmi lesquelles on a la radiothorax qui peut remplacer les autres explorations radiologiques. Pourquoi? Parce que par une radiographie thoracique de face, on peut calculer l'index de la masse médiastinale du thorax. Donc, comment on va le calculer? Donc, l'IMT ou bien l'index de masse médiastinale du thorax égale le largeur maximale de la masse médiastinale sur le diamètre interne du thorax au niveau de V5, c'est-à-dire le vertèbre numéro 5. Donc, la valeur normale de cette ratio est inférieure ou égale à 0,33. Ce rapport elle est très important pour la classification et le pronostic de lymphome de Hodgkin. Donc, concernant la classification, on a deux classifications. On a la classification Ann Arbor et la classification Ann Arbor modifiée. Concernant la classification Ann Arbor, on a 4 stades. Le stade A, c'est-à-dire on a un seul aire ganglionnaire. Le stade 2, c'est-à-dire on a deux ou plus aires ganglionnaires dans un seul côté, c'est-à-dire que ce soit diaphragmatique ou bien sus-diaphragmatique. Pour le stade 3, on a des aires ganglionnaires dans les deux côtés, sous et sus-diaphragmatique. Pour le stade 4, c'est-à-dire on a une atteinte extra-ganglionnaire, par exemple on a une atteinte osseuse. Pour la classification Ann Arbor modifiée, on a le A, c'est-à-dire il n'y a pas de signes généraux. Le B, c'est-à-dire on a un signe généraux. X, ou bien on peut dire bulké, lorsque l'IMT plus 0,33 ou bien la masse ganglionnaire plus ou égale à 10 cm. E, c'est-à-dire atteinte par contiguïté. S, c'est-à-dire atteinte splénique. Maintenant, je vais passer au diagnostic différentiel. Par exemple, lorsqu'on trouve des adénopathies qui sont dures, très adhérentes, donc, et au niveau cellulaire, c'est-à-dire par ponction ganglionnaire, on va trouver des infiltrations par des cellules extraganglionnaires en amas. On va suspecter beaucoup plus d'une métastase d'une tumeur solide. Le lymphome de Hodgkin peut faire aussi une diagnostic différentielle avec la tuberculose ganglionnaire lorsqu'on trouve par une ponction ganglionnaire une casiose ou bien une casium, c'est-à-dire une fistule. On a autre diagnostic différentiel si autre lymphome lorsqu'on trouve par exemple des adénopathies avec signe de compression. Par contre, le lymphome de Hodgkin, on trouve des adénopathies sans signe de compression.
Donc pour les facteurs donc pour les facteurs pronostiques, donc on dit un patient راهو في le stade 1 ou bien 2 lorsque l'âge تاعو elle est moins de 50 ans, et le VS, la vitesse de sédimentation, si le patient elle est sans signes généraux, donc moins de 50, et lorsqu'elle est présente un signe généraux, donc la VS elle est moins de 30. On a aussi moins de 4 aires ganglionnaires qui sont atteintes, et l'IMT elle est moins de 0,35. Donc, pour l'évolution, ce traitement, on a la chance de guérison avec 95%. D'accord. Concernant la prise en charge thérapeutique de lymphome de Hodgkin, on a deux armes thérapeutiques. On a premièrement la polychimiothérapie. Donc, on a la BVD, qui est le gold standard. A, c'est la driamycine, la bliomycine, la vinblastine, la dicarbazine. D'accord. On a la biocop aussi, la bliomycine, l'étoposide, l'adriamycine, la cyclophosphamide, la procarbazine et la prednisone. On a les effets secondaires de la polychimiothérapie qui se manifestent par une toxicité digestive, la cytopénie, la myocardite, l'alopécie réversible et la stérilité et la néoplasie secondaire. Concernant les effets secondaires de radiothérapie, on a la stérilité, la dysthyroïdie, les cancers secondaires, troubles de croissance comme la syphose, la fibrose pulmonaire qui peut apparaître entre le 1er et le 6 mois après une radiothérapie et peut être symptomatique avec les signes suivants: une fièvre, une toux et une dyspnée. Avec les complications cardiovasculaires comme par exemple la péricardite, la myocardiopathie, l'insuffisance coronarienne jusqu'à l'EDM. هنا نكون وصلنا لفين تاع هاد لا فيديو. راح نكملوا لا دوزيام بارتي من لو كور تاعنا اللي هو لو لينفوم نو هودجكين في لا بروشين فيديو ان شاء الله. Portez-vous bien et merci pour votre attention.